Elle vient d'où cette passion des champignons? Bah, elle vient. Comment t'es tombé dans la marmite? Ouais, c'est une question qu'on me pose souvent. En fait, moi, à la base, je suis vraiment un fan de plantes, de végétaux. Ouais. Et en fait, j'ai fait, tu vois, un parcours agricole. Je suis allé en bac agricole. Ensuite, j'ai fait une fac de bio parce que je voulais être océanographe. Et en fait, Ok. j'ai rebifurqué sur la santé quand j'ai commencé à m'intéresser à tous ces sujets-là. Et j'essaye, en fait, finalement, d'essayer de faire un pont entre la physiologie et l'écologie. Hmm. Et finalement, en fait, quand j'ai commencé donc j'ai eu des aquariums d'eau de mer, j'ai fait plein de trucs. Et quand j'ai dû arrêter les aquariums, je me suis réintéressé au jardinage. Et à l'époque, c'était vraiment la permaculture, etc., Ouais. qui m'a beaucoup parlé. Et en fait, quand je me suis intéressé vraiment à ça, je me suis rendu compte que pour bien cultiver des plantes, il fallait cultiver des champignons. Et moi qui avais fait, tu vois, fac de bio, qui avait été du coup en école agricole, lycée agricole, etc., à aucun moment on ne m'avait parlé du rôle primordial des champignons. Ah ouais. Et, euh, et donc voilà, j'ai commencé par cette porte d'entrée des champignons mycorhiziens en symbiose avec les plantes. Et puis petit à petit, en fait, je me suis intéressé aux champignons médicinaux avec leurs propriétés pour la santé. Et en fait, finalement, tout ce qui est côté identification, cueillette des champignons dans les bois, ça, tu vois, j'avais un espèce de... Je pensais que c'était un peu chasse gardée, parce que moi, j'avais pas de grand-père, pas de gens dans ma famille, en fait, qui s'intéressaient à ça, qui avaient ces connaissances. Donc, je pensais que ça allait être compliqué pour moi de m'y mettre. Et puis, finalement, en fait, je me suis dit, bah, tiens, je connais 30, 40, 60 champignons qui ont des propriétés médicinales. Et parmi ceux-là, bah, en fait, il y en a plein qu'on retrouve en France. Et comme je les connais aujourd'hui, bah, en fait, je peux les identifier dans les bois. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas si inatteignable que ça, cet objectif de pouvoir aller récolter mes champignons dans les bois. Mais c'est absolument génial. Comme là, tu vis vraiment ta passion, hein. Ouais, je vis de ma passion. Et en fait, ce qui est fantastique pour moi, c'est que j'ai un parcours justement qui est, tu vois, très divers. J'ai une personnalité aussi, je pense, qui est assez écartelée d'une certaine manière, parce que j'ai ce côté très ancré avec ce côté, tu vois, agricole, cultiver des plantes, faire des greffes, des tailles, donc entretenir un jardin qui nécessite d'être un minimum présent. Et en même temps, en fait, j'ai ce côté, tu vois, très ouvert sur l'étranger. J'ai vécu au Japon. J'ai ce besoin d'être un peu nomade et d'aller à la rencontre des gens, de connecter et tout. T'es Et curieux, hein, en fait. comment? T'es curieux, tout simplement. Ouais, je suis hyper curieux de nature, ouais, carrément. Et en fait, si tu veux, les champignons, en fait, dans leur être, parce qu'au-delà de justement le chapeau et le Hmm. pied, que tout le monde s'imagine être le champignon, en fait, ça, c'est une structure sexuelle. C'est une structure qui va rester que quelques semaines, tu vois, histoire que le champignon diffuse ses spores, on va dire l'équivalent des graines. Et en fait, le champignon, sa structure pérenne, c'est ce qu'on appelle le mycélium, qui est donc une espèce de toile, une espèce de réseau qui rampe comme ça sous le sol ou Qu'on ne voit dans le pas, du bois, coup. qu'on voit pas absolument. Hmm. Et donc en fait le champignon est un organisme qui connecte. Et tu vois, moi je trouve ça incroyable depuis que je suis un petit peu dans cet univers, c'est qu'en fait c'est pas clivant du tout les champignons. Il y a des gens, tu vois, comme toi qui sont dans le sport, qui s'y intéressent. Il y a des gens qui sont plutôt dans la cuisine, il y a les chasseurs, il y a les gens qui sont dans l'écologie, qui ont entendu que les champignons ils nourrissaient les plantes et ils les aidaient. Et en fait, mais tout le monde en fait a un lien avec les champignons. Et moi je trouve ça formidable et je m'éclate en fait d'aller à droite, à gauche, parler avec différents interlocuteurs. Bah, c'est trop bien. Mais c'est vrai que c'est un sujet fascinant. Ouais. Quelle que soit la porte d'entrée par laquelle tu t'es confronté à ça. Après, vu de l'extérieur, on a l'impression que c'est un sujet tellement vaste Hmm. qu'effectivement, c'est un peu dur de s'y retrouver. Ouais. Tu vois, on est confronté à l'image du champignon un peu public, entre guillemets, gros guillemets, mais on sait très bien que ça ne se résume pas à ça et Ouais. que c'est potentiellement plus compliqué que ce qu'on imagine. Ouais, tout à fait. Mais en fait, les champignons, jusqu'à fin des années 60, ils étaient catégorisés chez les végétaux. Et donc, en fait, ça fait que, du coup, tu vois, pas très longtemps qu'on sait que les champignons sont un règne à part. Donc, on a appelé ça le règne fongique. Et Donc, c'est pas un légume, c'est c'est pas un quelque légume. chose d'à Ouais. part. C'est pas un végétal, c'est Mm. pas un animal. C'est quelque chose d'encore différent. Et du coup, il y a cette méconnaissance finalement vis-à-vis des champignons qui est toujours présente. Il y a encore beaucoup de gens qui pensent que c'est des végétaux parce que effectivement, tu as des spores chez les champignons, mais tu as des spores, par exemple, chez les fougères, qui sont aussi des végétaux. Mais donc voilà, c'est très distinct. C'est des règnes du vivant qui sont complètement différents. Mais du coup, effectivement, ouais, tu as une espèce
inconnu en fait encore autour des champignons qui est assez présent. Et en fait, il y a beaucoup d'idées reçues également. Donc voilà, il y a du travail à faire. Est-ce qu'on pourrait donner une définition pour ce qu'est un champignon? Ouais. Alors un champignon, en fait, ce qui est assez compliqué, c'est que dans l'évolution, on considère qu'il y a les champignons sont apparus plusieurs fois, parce que vraiment, un des traits caractéristiques des champignons, ça va être cette architecture de réseau, ça va être cette formation en fait d'un mycélium, qui est donc une structure qui à la fois va se ramifier comme un arbre, et en même temps des fois va s'anastomoser, c'est-à-dire se fusionner et voilà rentrer en connexion. Et en fait, une des caractéristiques aussi des champignons, après à l'échelle cellulaire, ça va être de ne pas avoir une paroi cellulaire qui est faite avec de la cellulose, ce qui est le cas des végétaux par exemple, mais avec de la chitine. Et la chitine, en fait, c'est un matériau composite, un polymère qu'on retrouve par exemple dans le bec des cétacés, qu'on retrouve également dans la coquille des crustacés. Donc c'est une molécule en fait qui est plutôt associée au règne animal. Et donc en fait, si on regarde l'arbre phylogénétique, le tronc commun qu'on appelle l'euca, le dernier ancêtre commun unicellulaire, première cellule eucaryote, mais en fait, on se rend compte que les champignons, ils font partie d'une branche qui est plus proche de celle des animaux que de celle des végétaux. Ok. Et donc en fait, nous, en tant qu'êtres humains, on est plus proche d'être des gros champignons sur pattes que d'être en fait des plantes qui ont la capacité de se mouvoir. C'est incroyable. Ouais. Personne n'est au courant de ça. Très peu de gens sont au Très courant peu de de gens. ça. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais quand tu parles de réseau, Ouais. en fait, qu'est-ce qui fait qu'un champignon, c'est quelque chose d'individuel? À quel point un champignon, c'est individuel plutôt qu'un réseau interconnecté avec d'autres champignons? Ah, tu touches super juste avec ta question. En fait, c'est très compliqué. Enfin, c'est très compliqué. Non, c'est à la fois simple et compliqué. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le champignon, il a des espèces de petits microprocesseurs, des têtes chercheuses, on va dire, qui sont en fait la pointe de ces ifs. Donc les ifs, en fait, c'est le champignon, il a des cellules qui sont tubulaires. Et contrairement en fait à nos cellules qui sont bien enclavées, en fait, les cellules champignons, elles, sont connectées entre elles. Donc ça fait vraiment des tubes. Et en fait, à la fin de ces tubes, à la fin de ces ifs, tu as donc une pointe d'if. Et en fait, ces pointes d'if-là, elles ont un comportement qui est presque celui d'un individu. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont assez libres, elles vont partir à la recherche à droite, à gauche, elles vont explorer de manière complètement diffuse. Et puis en fait, tu as une intelligence collective à l'échelle de toutes ces ifs. Mais en fait, c'est colossal, hein, parce qu'un champignon, un if, c'est 5 fois plus fin qu'un cheveu. Tu peux avoir jusqu'à 16 kilomètres d'if dans 1 gramme de sol. 1 gramme, ah ouais. 1 gramme de sol. Et tu peux avoir jusqu'à 3 tonnes de champignons à l'hectare. Ah ouais, c'est... Tu vois, donc en fait, tu as une vache, ça fait à peu près 500 kilos. Bah, tu t'imagines qu'il y a 6 vaches d'équivalent champignons sous un sol. C'est colossal, en fait. Colossalement. Et donc, tu as ces ifs, en fait, qui explorent le sol. Et puis, en fait, tu as une espèce d'intelligence collective qui fait que quand une des ifs va trouver quelque chose d'intéressant, de la nourriture, etc., tu vas avoir un influx électrique, donc équivalent de nos neurones. Donc, en fait, le champignon, son réseau, c'est un peu un proto-cerveau. C'est un peu un cerveau comme le nôtre qui va, tu vois, diffuser. Alors, il n'y a pas vraiment de myéline, tu vois, cette gaine qui va canaliser l'influx. Mais en fait, il y a un influx électrique qui va passer dans le mycélium. Tu vas avoir aussi, un petit peu comme notre système endocrinien, des molécules messagères comme nos hormones. Mais donc, en fait, le champignon va pouvoir comme ça diffuser d'un bout à l'autre de son réseau une information et se coordonner comme un individu, alors qu'en fait, à la base, son fonctionnement, c'est celui plutôt d'une colonie, d'une troupe d'ifs qui vont comme ça chacun explorer dans tous les sens, quoi. Mais c'est merveilleux. Ça me fait direct penser... Bon, moi, j'ai une... Bon, on avait des petits problèmes de micro. Ça me fait directement penser à une scène dans Avatar. Bon, j'ai des références un petit peu cheloues, mais Ouais. tu sais, où ils plantent une espèce de sonde dans les plantes, du coup, et qui détecte ce réseau, tu vois, qui est hyper Et waouh, étendu. ouais. Non, mais carrément, en fait, c'est tout à fait juste. Et puis, en fait, c'est peut-être assez proche de la réalité, en réalité, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'effectivement, le champignon, cette forme de mycélium, elle a des sens qui sont très communs avec notre existence, nous, d'humains. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des photorécepteurs qui lui permettent de capter la lumière. Il a des mécanorécepteurs qui permettent de capturer, tu vois, les sensations. Il est aussi équipé de goût, d'odorat.
Et donc en fait, le champignon, il est beaucoup plus proche de nous qu'on l'imagine. Il y a même une espèce de champignon qui est une moisissure, qui est capable de sentir, ou en tout cas de voir, pardon, les photons émis par s'il y avait, t'imagines un ciel tout noir avec juste une toute petite étoile dans le ciel. Et il peut capter ça. Et il peut capter la quantité de photons qui est émise par cette étoile-là. Mais c'est le cerveau de la nature un peu. Exactement. Et donc en fait, tu vois, il y a cette hypothèse de James Lovelock, un Britannique, qui disait, donc c'est l'hypothèse Gaïa, qui dit que du coup la Terre est un super organisme qui gère ses flux, tu vois, parce que tu as des phénomènes où la Terre en fait gère sa température, comme nous on gère notre température corporelle. Elle gère aussi d'une certaine manière le pH. Elle gère vraiment tout un équilibre en fait global à une échelle terrestre, tu vois, d'une planète. Et donc, son hypothèse à lui, c'était de dire que la Terre était un super organisme. Mais si la Terre est un super organisme, bah, elle a peut-être, tu vois, une conscience. Et c'est assez incroyable. À quel point c'est une hypothèse? Parce que du coup, là, avec tout ce que tu as dit, ça commence à faire vraiment sens. Ouais. Alors, et en plus, tout ce que tu as dit par rapport à la structure des champignons, etc., c'est un fait. Ouais, absolument. Le truc, c'est qu'en fait, tu sais, en science, on crée des hypothèses de travail, en fait. C'est-à-dire qu'une hypothèse, c'est OK, on a tel feedback, on a telle information aujourd'hui. Du coup, ça nous laisse entendre que telle théorie pourrait être juste. Mais pour valider cette théorie-là, on va continuer de faire des expériences pour voir, bah, en fait, si ça match, ça match, ça match, ça match. Bah, à un moment donné, on peut se dire, OK, c'est la théorie la plus valable aujourd'hui pour expliquer tel ou tel phénomène. Ouais. Et donc c'est pareil, en fait, tu avais la physique newtonienne qui a été remplacée par la loi de la relativité de Einstein, mais en fait, jusqu'à Einstein, en fait, la théorie newtonienne, c'était la meilleure hypothèse qu'on avait pour expliquer la gravité, etc. Donc en fait, on avance comme ça en science, parce que la science, c'est pareil, c'est un espèce de gigantesque mycélium, justement, tu vois, où en fait, à la fois on stramifie, donc on va créer des nouvelles branches à la science qui vont explorer des nouvelles choses. Et en même temps, des fois, on vient s'anastomoser, fusionner et se rendre compte qu'en fait, il y a des choses qu'on pensait distinctes, qui font en fait complètement sens et qui sont réunies au sein d'une même théorie qui permet d'expliquer, tu vois, si on remonte très loin, les Grecs, ils pensaient que les rythmes de la nature, c'était, tu sais, Hadès qui avait emmené Perséphone dans les enfers, etc. Donc, c'est une hypothèse également. Et puis en fait, avec la science, on se rend compte que ça n'explique pas tout. Et en fait, on se rend compte que finalement, si on avait cette hypothèse du globe terrestre avec la Terre qui tourne autour du Soleil, ça peut expliquer à la fois le rythme des saisons. Tu peux prédire aussi quand est-ce que les saisons vont arriver, chose que tu peux pas faire en fait si tu as juste une explication du genre en fait, c'est Perséphone qui est parti dans les enfers, quoi. Une explication divine, quoi. Ouais, exactement. J'allais poser la question à quoi servent les champignons, mais en fait, il a répondu un petit peu. Ouais. Mais à l'échelle de l'environnement, tu vois, on va prendre global avant de resserrer un petit peu sur l'individu. Ouais. À l'échelle globale, en fait, s'il n'y a pas de champignons, c'est terminé. Ouais, tout à fait. En fait, le principe d'évolution, c'est un principe qui est conservateur. Donc, en fait, tout ce qui fonctionne, il le conserve et en fait, la suite se développe sur cette base-là. Donc, on entend beaucoup parler de l'importance des pollinisateurs, tu vois, pour avoir à manger, etc. Mais en fait, les abeilles, elles arrivent à un moment donné où on a déjà des végétaux, on a, tu vois, tout ce qui est pin, etc., qui sont en fait des plantes qui sont habituées à vivre sans les abeilles. Donc, elles font des grosses quantités de pollen. Et puis, par miracle, il y a peut-être un petit morceau de vent qui va amener le pollen sur la bonne fleur, etc. Mais donc ça, c'est assez récent en fait à l'échelle de l'évolution. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les champignons sont à l'origine de la vie sur les continents. Parce qu'en fait, sans les champignons, tu n'aurais jamais pu avoir de petites algues qui en fait auraient pu coloniser les terres émergées. En fait, tu as deux problèmes quand tu dois sortir de l'océan. C'est que dans l'océan, en fait, les sels minéraux sont très abondants, parce que tu as l'érosion des roches, etc. Donc, tu as pléthore de calcium, de magnésium, de phosphore, d'azote, de ce que tu veux. Ce qui n'est pas le cas quand tu arrives sur les terres émergées. Et tu as aussi un autre problème, c'est que tu vas te déshydrater au soleil. Et on ne se rend même pas compte parce qu'aujourd'hui, on a un globe terrestre qui est assez équilibré. On a beaucoup de précipitations grâce justement à cette biomasse végétale, les arbres qui sont arrivés jusqu'au cœur des continents, etc. Mais en fait, à l'origine,
J'avais un ami pilote d'avion qui m'expliquait, il a fait son camp d'entraînement en Arizona. En fait, si tu vas en Arizona, tu peux avoir des nuits à -5. Ouais. Et puis, en fait, la journée, il va faire +50. Mm. Tu vas avoir des moments de sécheresse pendant des semaines. Et puis, ensuite, tu vas avoir un énorme orage qui va te faire, genre, la pluviométrie annuelle de la France en 15 minutes, tu vois. Et en fait, le globe terrestre, avant, c'était ça. C'était hyper compliqué. C'était le Sahara, quoi. Et donc, il a fallu, en fait, un partenariat entre ces algues trop fragiles pour être seules, pour partir seul à l'assaut des terres émergées. Et le partenaire idéal, en fait, c'était le champignon, parce qu'avec cette forme de réseau, en fait, il peut envoyer rapidement d'un point A à un point B ce que l'algue va avoir besoin, c'est-à-dire de l'eau, des minéraux. Et en fait, on a tous une espèce de conscience que le champignon, c'est capital, parce qu'en fait, à partir du moment où tu sais que le champignon, c'est un réseau, en fait, aujourd'hui, dans notre civilisation, on utilise tous des réseaux. Ouais. On utilise l'autoroute. Et en fait, l'autoroute, tu sais bien que c'est pour aller plus vite d'un point A à un point B. On utilise Internet, forcément. Absolument. Et puis maintenant, la blockchain. Et en fait, je pense qu'on est rentré dans une ère des réseaux et on va avoir énormément de choses à apprendre des champignons. C'est marrant que notre cerveau, en fait, c'est le réseau par excellence et que notre mode de vie et notre société se calquent un petit peu sur ce réseau pour faire autoroute, Internet, etc. Et qu'on retrouve ça aussi avec les champignons. Ouais. Ben, en fait, si tu veux, il y a eu un débat énorme qui est probablement pas terminé dans la communauté scientifique de savoir justement est-ce que on peut parler de cerveau dans le cas des champignons. En fait, le champignon, le mycélium, a une capacité de mémoriser, a une capacité de se repérer dans l'espace, enfin tout un tas de notions en fait qu'on avait assimilées à la présence d'un cerveau. Sauf qu'effectivement, le terme de cerveau, on l'a aujourd'hui vraiment, tu vois. Comment dire, on en parle surtout pour les animaux. On a cette idée du cerveau comme une structure rigide, tu vois, avec notre encéphale, et puis ensuite t'as j'ai oublié le nom, mais qui passe dans la colonne vertébrale. Enfin bon, bref. Ouais. On a le système nerveux central, voilà. Et en fait, à côté de ça, le champignon, il a une forme qui est extrêmement fluide. Donc moi, je commence souvent mes conférences en disant « Be fungi, my friend », tu vois, en référence à Bruce Lee, où il dit « Be water, my friend », parce que l'idée, c'est que le champignon, il est fluide, il va explorer en fait son environnement, et puis ensuite, il va se réorganiser en fonction d'eux, et en fait, il va prendre littéralement la forme de son environnement. Et c'est limite plus évolué que nous, en fait. Toutes ces questions-là, en fait, c'est toujours difficile, tu vois, d'y mettre un ranking. Mais en tout cas, tu as aujourd'hui deux notions qui s'affrontent. La notion de cerveau liquide, fluide, on veut dire, et la notion de cerveau solide. Donc nous, on a un cerveau solide. Les champignons, en fait, sont un cerveau fluide. Et qui est-ce qui est le plus intelligent ? Eh ben, en fait, on peut parler de ce champignon, le cordyceps, qui est un entomopathogène, c'est-à-dire qui va parasiter des insectes. Et en fait, pour parasiter les insectes, le cordyceps, il va créer en fait son réseau neuronal à l'intérieur de l'insecte. Il va créer en fait par ses ifs, il va cartographier en fait tout l'insecte. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'il va digérer pour sa nourriture les muscles, les graisses, tout l'organe de l'insecte, mais il va finir par le tuer. Mais bizarrement, en fait, il ne touche pas au système nerveux de l'insecte. Et par contre, il va réussir à manipuler le comportement de l'insecte pour lui faire faire ce qu'il veut en définitive. Et ce qui est étonnant, c'est que du coup, tu as un affrontement au sein de cet organisme, l'insecte qui est contaminé. Tu as un affrontement entre un cerveau solide, celui de l'insecte qui a, tu vois, des ganglions nerveux, etc. Et le liquide. Et le cerveau liquide du champignon. Et en définitive, c'est le champignon qui gagne, qui va réussir à parasiter donc, le comportement de l'insecte, qui va lui faire faire exactement ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'en fait, tu as par exemple l'Ophiocordyceps unilateralis qui parasite une fourmi. Et en fait, il va prendre le contrôle de la fourmi, il va lui faire faire un truc que la fourmi ne ferait pas du tout, monter en hauteur, parce qu'en fait, monter en hauteur pour une fourmi, c'est s'exposer à plus de prédation. Il va la faire aller exactement sous un passage, tu sais, les fourmis, elles passent comme ça, par des phéromones toujours au même endroit. Il va la faire aller exactement au-dessus d'un passage, et à une heure précise, tous les cordyceps vont s'activer pour faire en fait ce qu'on appelle le death bite. Donc la fourmi en fait va resserrer ses mandibules, va s'ancrer sur une feuille forte. C'est-à-dire qu'en fait le champignon va checker que la feuille soit suffisamment solide pour tenir son poids.
Et ensuite, en fait, il va tuer la fourmi, il va faire son petit carpophore, c'est cette structure sexuelle qui permet de faire les spores. Et il va ensuite disséminer ces spores pour essayer de contaminer un maximum de fourmis de la colonie en dessous, tu vois. Ah ouais, non mais là j'étais en train d'imaginer le scénario en même temps. Donc c'est ce qui a inspiré des jeux vidéo comme The Last of Us. Absolument, Ce ce champignon-là. Ouais, ok, je me disais que j'avais déjà entendu. Ouais. Ouais. C'est incroyable. Tu vois, C'est incroyable. On a l'impression que c'est de la science-fiction. Hein. Non, mais c'est absolument réel. Et tu vois, c'est pour ça aussi que ce que j'essaie de défendre dans mes activités au global, c'est ce fait qu'en fait, si on ne comprend pas les champignons, en fait, on ne comprend pas un aspect qui est tellement fondamental du règne vivant, du monde vivant, qu'en fait, on a une vision qui est nécessairement biaisée de la nature. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, on est dans un paradigme où on a tendance à considérer la nature comme cet être fragile, il faut défendre Gaïa, etc. Mais la nature, elle est très très loin. Elle est très loin devant. Elle est très très loin. Attention, elle est très très loin. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont dotées d'un cerveau liquide comme ça, ou c'est indépendant aux champignons? Alors, c'est pas exactement indépendant du champignon. En fait, pendant très longtemps, les mycologues étudiaient aussi des organismes qu'on appelle les myxomycètes, dont le fameux blob. Et en fait, les myxomycètes, depuis, ont été sortis du ring fongique, notamment pour ce que je te disais. En fait, le myxomycète a une paroi en cellulose et pas en chitine. Le champignon, en fait, aussi, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, entre guillemets, vomir des enzymes dans l'environnement qui vont dégrader la matière et il va recapter, en fait, les nutriments issus de la digestion de cette matière-là. Alors que le blob, en fait, il va phagocyter, donc il va ensacher sa proie et il va la digérer à l'intérieur de ses cellules. Donc de sa cellule en fait, parce que c'est une grosse cellule, le blob. Mais par contre, le blob a aussi cette architecture de réseau qui est donc du coup retrouvée chez le champignon. Et il a aussi une forme de cognition. Donc tu as eu plein d'expériences qui ont été faites autour du blob, notamment celle de reproduire le métro de Tokyo. C'est un organisme aussi qui a été envoyé beaucoup dans l'espace, qui a été étudié dans l'ISS pour lui faire tout un tas de jeux. Et donc, en fait, tu peux faire résoudre un labyrinthe au blob. Parce que justement, par un espèce de jeu d'essai-erreur, en fait, c'est un autre truc fascinant qui m'intéresse énormément. C'est, ok, le champignon a un impact planétaire sur le climat, etc. Parce que on n'a pas poussé la réflexion tout à l'heure, mais qui dit qu'en fait, le champignon a accompagné la naissance des algues sur les continents, dit qu'en fait, il a été à l'origine du développement des végétaux tels qu'on les connaît aujourd'hui. Il a permis aux végétaux donc de se développer sur les continents. Comme les continents deviennent de plus en plus colonisés par les plantes, il y a une compétition qui s'installe. Du coup, tu as une stratification, tu as donc des arbres qui arrivent, qui vont faire beaucoup d'énergie pour faire du bois et s'ériger en hauteur. Puis tu vas avoir des plantes qui vont se dire, bah non, moi, je me contente de la strate basse où il y a de l'ombre, et qui vont continuer leur vie comme ça. Du coup, tu as augmentation de la photosynthèse, donc tu as beaucoup d'oxygène qui est émis dans l'atmosphère, ce qui a probablement permis le gigantisme, c'est-à-dire que tu sais, pendant la période carbonifère, tu avais plein de gros dinosaures avec des tailles énormes, mais en fait, il faut suffisamment d'oxygène ou un appareil respiratoire monumental pour aller irriguer en oxygène les muscles, etc. Et en fait, c'était probablement pas le cas. Donc, ce qui a permis ça, c'était probablement justement cet oxygène atmosphérique qui était de l'ordre de 30%, là où on est à 20% aujourd'hui. Donc, le champignon a complètement transformé l'atmosphère. Il a initié un refroidissement climatique en réalité, parce que quand tu as beaucoup de biomasse, de bois, etc., tout ça en fait c'est des sucres, des graisses, etc., qui sont donc du carbone séquestré dans de la matière, donc qui a quitté l'atmosphère pour rentrer soit dans la biomasse, soit carrément pour faire du sol, de l'humus, etc., forestier. Donc il a vraiment transformé l'atmosphère. Et aujourd'hui, l'être humain, on a cette même capacité-là, tu vois. On a développé cette capacité à agir sur les grands cycles géo-biochimiques de notre planète. Et quel est le point commun entre le champignon et l'être humain? Et en fait, ce que je me suis dit après plein de réflexions et après m'être inspiré de plein d'auteurs, etc., j'ai absolument pas toute la primeur du raisonnement, mais c'est que là où le champignon, en fait, par cette architecture de réseau,
et le fait que ce soit un être très simple en fait, parce que c'est un peu comme une étoile de mer, le champignon, tu lui coupes un bras d'exploration et il va en faire 10, tu vois. C'est une hydre, ça repart et ça explore et ça explore. Donc en fait, à partir d'un tout petit fragment de champignon, tu es capable de recréer tout un réseau. Ouais. Et donc du coup en fait le champignon, il est hyper résistant, hyper tolérant aux erreurs. Parce qu'en fait, il peut faire une erreur qui va l'annihiler à 99%, mais il reste sur 1%, il va repartir. Et nous, en fait, les êtres humains, on n'est pas du tout résistants aux erreurs. Parce que si tu te dis demain, c'est une bonne idée d'aller faire du surf à La Réunion pendant que t'as les squales qui rôdent et tu te fais bouffer la jambe. Elle repousse pas. Hein. Elle repousse pas. Non. Si 99% d'entre nous partent, ça va être compliqué la survie. Hein. Ouais, et encore, ça se discute parce que tu vois, si on a suffisamment de matrices, de femmes qui restent et un petit pourcentage d'hommes, on peut repeupler facilement quand même. Mais c'est aussi, tu vois, cette différence entre une colonie humaine et un individu humain. C'est-à-dire que l'individu, lui, il est fini. Par contre, la colonie, elle est potentiellement infinie. Et le champignon, comme on se disait tout à l'heure, c'est à la fois un individu parce qu'il peut se coordonner en tant qu'individu, et en même temps, c'est une colonie d'ifs qui sont un peu des individus indépendants et qui ont leur propre chemin d'exploration. Mais pour en revenir à la réflexion initiale, en fait, je pense que nous, les êtres humains, on a développé une forme de réseau de mycélium intellectuel. C'est-à-dire que là où le champignon, en fait, il teste, et puis de toute façon, même s'il se trompe, c'est pas grave. Nous, en fait, on crée des espèces d'avatars de notre futur en se disant, tiens, est-ce que c'est une bonne idée si je fais ça ? Par exemple, c'est peut-être pas une bonne idée si je prends la voiture à contresens sur l'autoroute, tu vois. Donc, en fait, tous les avatars de mon moi futur qui ferait cette connerie de prendre l'autoroute à contresens, en fait, je vais les tuer avant de mettre en œuvre mon idée. Et ce qui va me permettre, en fait, finalement, par un biais de sélection, de ne pas prendre l'autoroute. De ne pas prendre l'autoroute, donc de ne pas faire de conneries. Ouais. Et en fait, c'est là où le champignon est un être qui est très, physique, très ancré pour le coup. En fait, l'être humain, c'est un être qui est au contraire, très cognitif. Et donc, en fait, je pense on a cette espèce de réseau cognitif au sens propre comme au sens figuré qui nous permet d'explorer notre environnement et de sacrifier ce qu'il y a à sacrifier. Tu vois. Et comment l'être humain, du coup, arrive à consommer des champignons ? Grande histoire, ouais, grande histoire. Ça commence il y a longtemps, j'imagine. Ouais, ça commence il y a longtemps. On est aujourd'hui l'être vivant en fait qui consomme le plus de champignons. Il y a des singes, etc., qui consomment, tu vois, une dizaine, trentaine d'espèces. Là, ce qu'on appelle la mycophagie, c'est-à-dire l'ingestion de champignons, c'est très présent dans plein de règnes, chez les mammifères, chez les reptiles, chez vraiment plein d'organismes. Mais l'être humain, en fait, nous, on utilise et on consomme près de 2000 espèces de champignons. Ah ouais. Ce qui nous positionne vraiment très, 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 très loin devant tous les autres organismes de cette planète. Ce qui veut dire aussi qu'on a un destin qui est plus intimement lié, tu vois, aux champignons et à notre connaissance de ce règne. Mais alors, plus de 2000 espèces, quels êtres humains ? Parce que Nassim, qui habite en centre-ville de Lyon, tu vois, il n'a pas vraiment accès à la nature, ou en tout cas d'une façon limitée, il doit consommer 2 espèces. Hein. Non, alors tu consommes 2 espèces, mais tu utilises beaucoup plus que ça, parce que par exemple, tout ce qui est antibiotique, à l'origine, ce sont des fungi, tu vois. La pénicilline, ça vient des pénicilliums. Quand tu manges du fromage, Penicillium roqueforti, c'est aussi des champignons. Le camembert, c'est pareil. Okay. En fait, tu as plein de nourritures fermentées, même le cacao, le café, etc. C'est des nourritures. Cacao, ah ouais. Ouais. Okay. Ouais, la fève de cacao, elle est fermentée. En fait, dans tout processus de formation, de fermentation, tu as des levures, tu as en fait, tu as des champignons. Parce que les levures sont des champignons. Donc le vin, la bière, le pain, etc. Donc tu consommes beaucoup de champignons. Ouais. Ok. Bon, pas 2000, mais plus que les 2 ou 3 que j'imaginais. Ouais, exactement. Okay. Donc ça, c'est les champignons cachés. Tu as tous ceux qui sont utilisés par la médecine. Tu as les cyclosporines, qui sont des médicaments anti-rejet si tu as une greffe d'organes. Tu as donc, on a dit, tout ce qui est aussi antibiotique. Tu as aussi beaucoup de levures, en fait, qui sont des organismes, encore une fois, assez proches des êtres humains. Tu sais, quand on fait des études en sciences, on commence par faire sur boîte de pétri, et puis ensuite on essaie de se rapprocher du modèle humain en utilisant en général des souris, parce que c'est des mammifères. Donc même si c'est pas un humain,
fait, ça reste un mammifère et tu as énormément de gènes en commun et tu as beaucoup de similitudes avec une souris. Et en fait, les levures, cet organisme unicellulaire qui est super simple à reproduire, finalement, génétiquement, c'est pas si loin que ça d'un être humain. Et donc, en fait, on fait aussi beaucoup de manipulations génétiques sur les levures pour leur faire produire des molécules destinées à l'industrie pharmaceutique, un peu comme on le fait pour l'insuline. Alors, je crois que dans l'insuline, c'est des bactéries. Mais donc, on leur met le gène de l'insuline humaine. On cultive ces bactéries-là dans des espèces de gros réservoirs en inox. Et puis ensuite, on vient filtrer pour récupérer l'insuline qu'on met dans les seringues pour les diabétiques. Ok. Mais donc, voilà, l'industrie pharmaceutique utilise énormément de champignons. C'est bon à savoir. Ouais. Mais en tout cas, on reste quand même les premiers consommateurs de champignons. Les premiers consommateurs et usagers de champignons. Et puis après, pour ce qui est vraiment champignons de bouche, les premiers à en avoir fait la culture, c'est au Japon, Chine. Et le premier champignon à avoir été cultivé, vraisemblablement, ça serait le champignon noir qu'on retrouve beaucoup dans la cuisine asiatique, qui s'appelle l'oreille de Judas. Et ce champignon-là, il a été cultivé, il me semble, pour la première fois il y a 1400 ans. Et puis avant ça, en fait, on faisait effectivement de la récolte sauvage. Et on peut parler aussi de la différence culturelle entre l'Asie et l'Europe. Parce qu'effectivement, en Asie, on a une culture qui est très mycophile, qui adore les champignons. Tu vois, Mario, quand il mange un champignon, il grandit, il gagne une vie, etc. Ouais. Et en fait, en médecine traditionnelle asiatique, tu as le reishi, par exemple, qui est le champignon de l'immortalité, qui va réguler en fait tout un tas, aujourd'hui c'est prouvé scientifiquement, mais qui régule plein de systèmes de notre organisme et qui nous aide finalement vraiment à vivre plus longtemps. Et puis, en fait, en Occident, nous, on est rentré dans une espèce de phobie du champignon, où tu avais même, apparemment, c'était la nièce de Darwin, qui allait, en fait, casser un champignon qu'on appelle le Phallus impudicus. Je te laisse faire la traduction du nom latin de la tête. Mais ça a vraiment une forme phallique, en fait. Et tu vois, comme si tu étais un noble, tu vois, on devait t'éloigner de la sexualité, etc. Parce qu'en fait, il y a eu cette idéologie, j'ai envie de dire, en Europe et notamment en France, tu vois, qui est un pays d'intellectuels, où on essaye de tout disséquer, tout analyser, tout machin. Donc la France était très très forte pour mettre au monde des idées un peu pourries aussi des fois. Et celle-ci, je pense que ça en était une, qui disait qu'en fait, si tu veux, comme dans la Bible, l'homme est à la fois d'essence divine parce qu'il est créé à l'image de Dieu, et en même temps, en fait, sa nature, c'est une nature animale avec tous ses instincts, etc. En fait, si tu étais noble, au sens propre du terme, en fait, tu devais t'éloigner le plus possible des écueils de la chair, de tout ce que la chair t'apportait de mauvais. Et au contraire, donc, tu devais chercher à te rapprocher des cieux, du divin, et donc, tu vois, te stimuler avec de l'art, de la musique, machin. Et dans cette même optique, en fait, tu avais un classement des aliments. Et donc, plus ça venait de la terre, plus c'était proche de la terre, plus c'était vil, plus c'était laid, plus ça allait te tirer vers le bas. Et donc, tout ce qui était tubercule, tu vois, c'était plus l'aliment du peuple. Les champignons aussi qui émergent de la terre et qui, même au-delà de ça, en fait, font pourrir la matière parce que, tu vois, ils dégradent les bois morts, etc. C'était vil, c'était mauvais. Donc, en fait, tu avais les nobles qui, en fait... alors, la truffe avait un statut particulier. Un statut particulier, exactement. La truffe est considérée comme justement un aphrodisiaque. Parce que il y a des phéromones dans la truffe, ça a une forme de testicule, etc. Bref, donc la truffe était consommée par les nobles, on pensait que c'était pas un champignon. Mais tous les autres champignons, en fait, c'était vraiment la nourriture du peuple qui allait récolter dans les bois, etc. Donc mauvaise réputation à ce moment-là. Très mauvaise réputation. En Europe, on s'est coupé en fait du champignon. Alors après, si tu veux, il y a énormément aujourd'hui de nos traditions culinaires. Manger du lapin, ça vient de la guerre. Ou en fait, par exemple, si tu dois faire l'élevage de poulets, t'es obligé de leur donner un minimum de grains. Sauf que le grain, en fait, tu peux le manger toi en tant qu'humain. C'est des protéines, c'est des trucs. Et donc en fait, on a cherché une source de protéines qui pouvait être élevée sans grains. Et donc le lapin, ça mange que de l'herbe. La reproduction est encore plus rapide que celle de la poule, parce que ça fait des portées énormes de 6-8 lapins. Et puis même avant que le lapin arrive à l'âge adulte, c'est plus rapide encore qu'un poulet. Donc on a commencé à manger du lapin pour ça, tu vois. Les escargots, c'est pareil, c'est un truc de guerre. En fait, ça c'est resté culinairement intéressant,
Mais les champignons, c'est pareil, en fait. On a repris des plats du peuple et on les a hypés un petit peu, tu vois, petit à petit dans la cuisine. Donc, on a toujours une tradition culinaire qui est très axée sur le champignon, mais on a perdu tout ce lien avec les champignons médicinaux que n'ont pas perdu, du coup, les pays asiatiques. Et puis, on a même été jusqu'à, tu vois, aller probablement en chasse aux sorcières avec toutes ces personnes qui, vraisemblablement, avaient le savoir d'utiliser les champignons comme remède. Et en fait, on a été jusqu'à les tuer, ces gens-là. Et étant donné que la civilisation se perpétue par la connaissance, par le savoir, par la mémoire, en fait, si tu tues les individus qui ont cette mémoire d'usage, en fait, ça disparaît. Et tu sais pas combien de temps ça va mettre à réapparaître. Ouais. Et aujourd'hui, on est quand même probablement au moins un millénaire plus tard. Et j'ai l'impression que ça commence à refaire surface. Et il a fallu qu'on fasse une inoculation de la culture asiatique pour pouvoir se réintéresser aux champignons. Alors qu'à la base, on l'avait et qu'on aurait très bien pu continuer à perpétuer. Absolument, ouais. Ah ouais. Eh ben, là, mais là, c'est l'introduction, hein. C'est même plus l'introduction, parce que là, on en a. On a de quoi faire, on a pas mal d'axes de réflexion qui sont passionnants. Ouais. Et à partir de là, quel a été, comment le rapport entre l'homme et les champignons a continué? Alors en fait, au Moyen-Âge, etc., donc tu avais énormément de champignons qui étaient utilisés pour les aspects médicinaux. Tu as un champignon qui en fait a été même détruit par les apothicaires en réalité, parce que c'est un champignon de la famille des polypores qui peut vivre jusqu'à 100 ans, qui pousse uniquement sur les mélèzes et dans des zones en fait exemptes d'activité humaine. C'est quoi les mélèzes? Le mélèze, c'est un arbre, c'est un conifère. Ok. Et donc en fait, ce champignon-là, il était utilisé en poudre, notamment, c'est plus de cette période avec les sanatoriums où on avait la tuberculose. Et en fait, c'est un antibiotique puissant. Donc, c'était un des seuls remèdes qu'on connaissait à la tuberculose. Avec d'autres trucs, tu vois, on exposait les malades au soleil pour la vitamine D, etc. Ouais. On était encore dans les thérapies très naturelles à l'époque. Et donc, il y a eu plein de choses. Tu as toute cette culture aussi des psychédéliques qui est présente en Amérique latine et qui est probablement en fait là depuis très très longtemps dans l'humanité. Parce qu'en fait, là où tu peux retrouver des traces de l'usage du feu et tu peux remonter à des millions d'années parce que tu vas laisser des cendres, des choses en fait qui vont de manière durable rester dans le sol, etc. Et ben en fait, l'expérience psychédélique, elle s'ancre que par la culture. Et le problème, c'est que la culture change et donc en fait, tu as toujours une interprétation faite de cette culture. Donc aujourd'hui, on pense qu'il y a plein de motifs présents dans les grottes, de spirales, de chamans avec des têtes de champignons, etc., qui nous indiquent qu'en fait, les anciens utilisaient justement les champignons psychédéliques dans une pratique spirituelle. Et pas juste en Amérique du Sud. Parce que ça va de l'Australie. Il y a une grotte qui s'appelle Bradshaw Kimberley, où c'est probablement les plus anciennes peintures de la sorte, qui datent d'il y a 13 000, 15 000 ans. Et puis tu as aussi en Algérie, Tassid Yenager, avec un chaman à tête d'abeille et des champignons qui lui poussent sur le corps. Donc c'est dans le Sahara. Et puis tu as aussi toute la culture qui était présente encore avant l'arrivée des colons, qui était présente en fait toute l'Amérique latine. Et les colons en fait ont fait beaucoup de mal. Ils ont jeté énormément de statues de champignons qui étaient un peu divinisées. Ils ont interdit les rituels de champignons hallucinogènes. Et puis en fait, ça a été redécouvert que dans les années, il me semble que c'était 60, avec un banquier qui était mycologue amateur, et qui est parti en fait faire un voyage dans les vallées mexicaines. Un banquier américain? Ouais. Et en fait, qui a fait l'expérience psychédélique, a trouvé une chamane locale qui lui a fait faire l'expérience psychédélique. Et en fait, elle s'appelle Maria Sabina. Ça lui a causé beaucoup de tort parce qu'en fait, elle voulait garder ça vraiment pour sa communauté. Et elle lui a fait promettre de ne pas diffuser. Et en fait, le mec est rentré, il a écrit un article dans le New York Times. Mais grâce à ça, on a eu toute la révolution, entre guillemets, hippie. Après, tu as eu Nixon qui a fait la guerre sur les drogues. Donc là, ils ont balancé beaucoup de désinformation sur les psychédéliques en disant que ça bouffait le cerveau, que ça détruisait les neurones, etc. Ce qui n'est pas le cas. Et aujourd'hui, enfin,
On a eu du coup une grosse omerta, donc pendant des décennies, pas d'études sur la psilocybine, pas d'études sur les champignons hallucinogènes. Et aujourd'hui, c'est en train de refleurir depuis les années, début des années 2000, parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui se sont battus pour ça. Et donc, on est en train de voir un essor considérable à ce niveau-là aussi, ouais. Vraiment considérable, parce que Ouais. c'est depuis quelques années que moi, personnellement, j'en entends parler de plus en plus. Ouais, tout à fait. Bah, il y a des marques, même européennes, qui se développent à partir des Pays-Bas. Parce qu'il y a une législation aux Pays-Bas où on peut pas te vendre des champignons hallucinogènes, on peut te vendre des guides de culture et on peut te vendre des truffes. Donc tu fais toi-même. Donc en gros, tu fais pousser tes champignons et voilà. Mais il y a eu un espace de 3 ans, tu vois, où c'était autorisé les champignons hallucinogènes aux Pays-Bas, où on vendait ça dans les coffee shops et tout. Et en fait, quand les Pays-Bas ont décidé d'interdire, ils ont fait un rapport des années pendant lesquelles du coup c'était illégal, et notamment en fait ils ont comparé le nombre d'arrestations, tu vois, qu'a effectué la police pour tu vois, trouble à l'ordre public, et ils ont comparé l'alcool et les champignons, et en fait c'est démesurément plus élevé avec l'alcool qu'avec les champignons en fait. Et Il parle des arrestations. Hein. des arrestations et des troubles à l'ordre public, ouais. Et puis en plus, quand c'est des troubles avec les champignons, en fait, c'était le mec qui était en train de triper au milieu d'un rond-point, donc il faisait de mal à personne. Alors que l'alcool, tu vois. C'est un mec qui est en train de casser des trucs ou d'agresser des gens. Ouais, bah t'as une phrase en anglais qui dit un homme qui bat sa femme sans alcool, c'est comme un cirque sans lion. Tu vois, c'est un peu récurrent en fait, des excès de violence, etc. Il y a énormément de choses qui sont associées à l'alcool. Et donc je pense que cette question des champignons aussi, elle ouvre un débat très large sur les drogues, parce que aujourd'hui tu as effectivement des drogues qui sont soutenues par l'État ou soutenues par les pouvoirs, tu vois, que ce soit même les réseaux sociaux. Hein. Je pense que toi comme moi, on a vu l'émergence des vidéos courtes, etc. Tu te rends bien compte que ta capacité de concentration, elle a complètement évolué à cause justement du circuit dopaminergique qui est super stimulé par ce genre de contenu. Et donc voilà, on a même l'alcool, tu vois, c'est une drogue légale, et à côté de ça on a des drogues illégales, et pragmatiquement si on regarde, des fois en fait on se dit mais qu'est-ce qui fait que là telle drogue elle a le soutien de l'État et d'autres pas en fait? L'argent, sûrement. L'argent sûrement. Moi, je veux pas jeter la pierre à, tu vois, faire le complotiste de bas étage, mais je pense qu'effectivement, il y a une part de ça. Et puis, il y a une part aussi de construction culturelle. Où, en fait, à un moment donné, on a réussi à faire adopter quelque chose. Et encore une fois, comme l'évolution, c'est un processus conservateur, on a des choses qui, en fait, sont devenues logiques. Alors qu'en fait, si on regarde les faits, bah... Ça n'a rien de logique. Ouais, je trouve. Mais les champignons psychédéliques, c'est pas considéré comme drogue. C'est considéré comme une drogue. Ah ouais. C'est considéré comme une drogue, t'as pas le droit à la détention, t'as pas le droit d'en parler sous un jour favorable. Donc ça, c'est la législation en France. Absolument. Donc tu as pas le droit d'en posséder, etc. Et donc ouais, c'est une drogue. Et on a le droit d'en parler dans une logique d'information ? Ouais, on a le droit d'en parler dans une logique d'information, en faisant les rappels effectivement que c'est une drogue. Tu as pas le droit d'en détenir, tu n'as pas le droit d'en faire usage. Ça veut dire qu'on doit le faire là, face caméra ? Bah, tu vois, je viens de le faire là. C'est bon. Donc on est bon. On est bon. Ok, super. Ouais, tout à fait. Et donc ouais, en France, on est toujours sur une drogue. Il y a des universités, notamment à Nîmes, qui ont commencé à faire des essais, tu vois, cliniques sur l'usage des champignons hallucinogènes en parallèle de thérapie psychiatrique, ouais. On a aussi la Suisse qui est très avancée là-dessus, les États-Unis, etc., etc. Parce qu'aux États-Unis, la législation est différente ou pas vraiment ? Alors ça dépend des États. Il y a des États en fait qui sont juste dépénalisés. Donc si on t'arrête, c'est interdit, mais tu feras pas du pénal. Et il y a des États où c'est carrément légal. Je pense à la Floride, je pense à l'Oregon, je crois, et aussi la Californie. Tous les États un peu progressistes, en fait, en général, sont plus avancés sur ces sujets-là. Et donc, ouais, tu as des États où c'est complètement légal et où tu peux triper légalement. On a le droit de parler des effets ? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu es à l'aise ou... Alors moi, j'ai pas de problème à en parler, ouais. J'ai pas de problème à en parler.
Au niveau des effets, a priori, des études que j'ai pu lire, la dose létale de champignons hallucinogènes, c'est de l'ordre de 17 kilos de champignons frais. Donc impossible. Enfin, très compliqué. Très très compliqué. Ouais, tu vas pas bouffer chaque 17 kilos de champignons frais. Il y a des cas effectivement d'essais, etc. parce que tu as des bad trips qui peuvent arriver. Et donc tu as des gens effectivement qui vont délirer ou qui vont rentrer vraiment dans des pensées noires. Et tu as effectivement des cas de décès. C'est pour ça que en fait c'est pas récréatif du tout. En fait, faut pas voir ça comme une substance récréative. Et après au niveau des effets, en fait, si tu veux, je pense que on parle toujours de champignons hallucinogènes. Moi, je préfère le terme psychédélique parce que psyché c'est l'âme et délos c'est apparaître. Donc fait apparaître ton âme. Et en fait, d'une certaine manière, ça te révèle la réalité de manière plus brute. En fait, on sait aujourd'hui scientifiquement que tu as un mode d'action par défaut, c'est-à-dire que ton cerveau, en fait, un peu comme une rivière qui prend toujours le même chemin, tu vois, ça crée un lit de rivière qui est bien confortable où la rivière passe toujours au même endroit. Donc tes neurones, en fait, ils sont renforcés. Tout ce qui, tu vois, c'est le circuit de la dopamine, hein, typiquement. À chaque fois que tu fais une action et que ton action, en fait, est fructueuse, ça récompense ce circuit neuronal-là. Et ça encourage le même circuit encore et encore. Absolument. Et donc ça fait partie de ce qu'on appelle le Default Mode Network, le circuit d'action par défaut. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les psychédéliques viennent inhiber le mode d'action par défaut. Ce qui fait qu'en fait, tu regardes tes comportements d'une perspective complètement différente. Et donc, ça perturbe d'une certaine manière aussi ta hiérarchie. Parce qu'en fait, on sait que notre conscience, elle perçoit infiniment moins d'informations que notre subconscient, en fait. Et elle trie en permanence, ça fait un tri pour toi de ces informations-là, parce qu'en fait, elle est hiérarchise en fonction de tes objectifs. C'est-à-dire que là, on est en train de tourner un podcast. Ma hiérarchie d'informations, c'est de te regarder dans les yeux, de regarder qu'on a une conversation constructive, etc. Je vais pas commencer à regarder, désolé Margot, mais par exemple Margot qui est pas dans le podcast, la lumière qui est derrière, je sais pas, tu vois. Parce qu'en fait, c'est pas intéressant pour l'objectif que je suis en train d'essayer de mettre en œuvre. Et donc en fait, tu as plein de, et t'as un truc, c'est The Monkey Business, je sais plus, t'as une expérience psychologique, tu peux regarder sur internet qui est juste incroyable. C'est on te demande, on fait 2 équipes. T'as une équipe de gens qui sont en noir, une équipe de gens qui sont en blanc. Et en fait, elles doivent s'échanger la balle. Et tu dois compter le nombre de fois qu'il y a un échange de balles. Donc ça, on te donne un objectif. Donc ton cadre de perception, il est maintenant réduit à cet objectif-là. Cadré sur ça. Exactement. Et en fait, toi, en plus, tu essaies de faire, tu vois, le bon premier de la classe. Donc tu te dis, putain, il faut que j'ai le compte juste. Et en fait, à la fin, on te dit, bon, bah voilà, il y a eu tant d'échanges de balles. Est-ce que c'était bon? Puis après, on dit, et au fait, est-ce que tu as vu qu'il y a un des joueurs qui quitte le plateau? Est-ce que tu as vu qu'il y a un gorille qui passe au milieu de l'écran qui se barre? Et est-ce que tu as vu qu'en fait, le gros rideau qui sert de background à tout ça, il a changé de couleur 3 fois? Et en fait, non, parce que on s'en fait sur les échanges. Exactement. Je vois. Et donc, tu vois, notre perception elle est complètement alignée avec nos objectifs. Et on passe à côté de plein de choses. Et en fait, cette inhibition du mode d'action par défaut fait qu'en fait, il y a beaucoup plus d'informations qui vont arriver à ta cognition. Il y a des aires du cerveau qui, normalement, ne communiquent pas entre elles. Tu as un diagramme que je pourrais t'envoyer qui est juste saisissant, en fait. Parce que les champignons, encore une fois, c'est la connexion, tu vois. Et en fait, moi, je retrouve ce parallèle-là, même dans leurs effets médicinaux, etc. Et même sur le côté psychédélique. C'est que tu as des aires du cerveau qui, normalement, ne communiquent pas entre elles, qui vont se mettre à communiquer entre elles quand tu es sous l'emprise des champignons psychédéliques. Et donc, en fait, ta perception de la réalité change complètement. Et en fait, tu peux vivre ce que les scientifiques eux-mêmes qualifient d'une expérience mystique. En fait, tu as un questionnaire que tu peux remplir à la fin de la séance. Et en fait, on te dit, voilà, est-ce que vous avez été en contact avec une entité que vous qualifierez de divine, machin. Enfin, tu as tout un tas de questions. Et en fait, si tu coches un certain nombre de critères, on peut dire que tu as fait une expérience mystique. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ces gens qui ont fait des expériences mystiques sont les mêmes personnes qui vont réussir à se sevrer de l'alcool, de comportements violents, qui ont complètement transformé leur mode d'être, en fait.
Et ça veut dire que les champignons psychédéliques, ils vont pas créer une réalité, ils vont juste révéler la réalité, c'est ça? Absolument. Ok. Absolument. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça, et c'est ce qui semble en fait être. Tu sais, en fait, je pense que des fois, pour toucher du doigt la vérité, c'est tellement complexe, tu vois. Enfin, la vérité, c'est d'essence divine. Même, je sais que dans le Coran, etc., c'est un des noms de Dieu, tu vois. Et dans, je pense, toutes les religions, il y a une relation divine à la vérité. Et en fait, pour moi, c'est important de voir quand tu penses que quelque chose te semble être vrai, c'est important de voir si tu peux retrouver cette réalité-là à différents niveaux d'analyse. C'est-à-dire, ok, sur l'expérience me dit que ça, c'est réel. Est-ce que dans la physiologie, il y a quelque chose qui me dit que c'est réel? Est-ce que même dans les neurotransmetteurs, il y a quelque chose qui me dit que c'est réel? Et en fait, pour moi, ça, c'est aujourd'hui quelque chose qui me semble être validé à différents niveaux d'analyse. Et donc, j'aurais tendance à dire que c'est vrai. Mais encore une fois, on est faillible en tant qu'homme parce que notre perception, elle est complètement limitée. Ouais. Quand tu dis expérience et physiologie, ça peut être des sécrétions hormonales, un rythme cardiaque qui augmente, tu vois, ce genre de manifestations-là. Ouais, c'est ça. C'est que en fait, en gros, ce qu'on sait, c'est que les champignons hallucinogènes, la psilocybine, qui est la substance active, elle joue sur nos récepteurs à la sérotonine, ce qui est complètement différent de tout ce qui va être, par exemple, cocaïne, tout ce qui est amphétamine, en fait, qui joue, elle, sur notre dopamine. Donc, notre dopamine, en fait, c'est le circuit de incentive, donc qui va t'encourager, incentive reward, donc la récompense d'encouragement. Donc, en fait, tu vas définir un objectif et à chaque fois que tu vas avancer sur cet objectif, il faut t'imaginer que c'est Hansel et Gretel, tu as des petits cailloux et à chaque fois qu'en fait, tu avances sur cet objectif, tu récupères un petit caillou qui est un kit de dopamine qui, en fait, va faire en sorte que c'est de plus en plus difficile pour toi de te dévier de ce chemin qui t'amène à ton objectif et que tu vas être de plus en plus résistant aux obstacles qui vont se rencontrer, que tu vas rentrer sur le chemin. Et en fait, la sérotonine, au contraire, c'est ce qui va mettre un terme à ta quête. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas faire beaucoup de sérotonine quand tu es arrivé à destination. Et donc, en fait, là où les drogues qui jouent sur le circuit de la dopamine vont te pousser à en consommer d'autant plus, ça va être la nourriture industrielle, ça va être justement ce qu'on disait sur les réseaux sociaux, ça va être tout un tas de choses comme ça. Mais en fait, les drogues qui vont avoir un aspect sur la sérotonine, en général, elles sont pas addictives parce qu'elles n'ont pas ce côté dopaminergique. Et elles sont aussi, tu vois, elles vont d'une certaine manière de te délester pendant le laps de temps où elles font effet. Et donc, quand tu regardes ce circuit de la dopamine, la sérotonine, pardon, justement, en fait, il a aussi un effet dans notre organisme de calibrer ton comportement en fonction de ta position hiérarchique. C'est-à-dire qu'en fait, plus dans ton organisme, en fait, plus tu sécrètes de sérotonine, plus en fait, tu as une position hiérarchique où les choses autour de toi, même s'il y a un truc qui se passe mal, tu vas pouvoir rattraper le coup parce qu'en fait, t'es pas en danger, tu vois. T'en as sous la pédale. Et au contraire, en fait, les gens qui vont avoir tendance à être très très anxieux, c'est des gens en fait où bah tu vois, si t'es juste à la fin du mois parce que t'as pas beaucoup d'argent de côté, que en fait t'es dans un, je vais le dire, je vais faire un petit tacle, t'es dans un pays comme la France ou les US où en fait on peut te dire ciao et tu sais que tu vas pas forcément retrouver un emploi avec les mêmes conditions qui vont permettre de soutenir ta famille, etc. Enfin, bref, toute cette anxiété là, en fait, elle s'ancre dans ton système nerveux. Et en fait, elle est régulée par ce système de la sérotonine. Et en fait, comme le champignon vient jouer sur le système de la sérotonine, il vient te montrer une perception du réel qui est différente, tu vois. Et donc ça, c'est encore un niveau d'analyse sur lequel tu peux retrouver cette vérité, je mets des gros guillemets, tu vois. Comme quoi, bah, le champignon psychédélique peut avoir un impact bénéfique sur notre psyché. Personnellement, je connais la sérotonine comme l'hormone du calme, de l'apaisement, c'est ça, hein? Absolument, ouais. Calme, apaisement, bien-être. Et ce qui est intéressant aussi, tu vois, c'est qu'en dehors des champignons psychédéliques, tu as notamment le reishi dont on a parlé rapidement tout à l'heure, qui est un champignon qui est connu et reconnu dans les médecines traditionnelles pour justement apaiser contre l'anxiété et qui aide aussi au sommeil, parce que tu as probablement remarqué de manière empirique que quand tu débutes ton sommeil avec en tête le « Oh putain, demain, je vais tourner un podcast avec Nassim. » Demain. T'as vraiment utilisé ça? Hein?
Ouais, non, ça rend pas anxieux, mais en fait, ça te donne un but. En fait, tu te dis, putain, la journée est terminée, il va falloir que j'aille dormir. Mais en fait, mon vrai objectif de la journée, c'était ça, tu vois. Et donc, en fait, tu dors pas de la même manière si tu as ça en tête. Ou si, tu vois, demain, tu sais que tu vas avoir tes résultats d'examen, de concours, enfin, peu importe. Donc, en fait, l'état dans lequel tu t'endors conditionne toute ta phase de sommeil. Et en fait... le champignon, donc le reishi, il aide justement au sommeil, notamment parce qu'en fait, il va réguler cette production de sérotonine qui est notamment faite à partir du tryptophane. Et en fait, il y a un acide aminé. Absolument, qui est un acide aminé. Et tout ça, en fait, se passe très, très en lien avec notre flore, notre microbiote. Voilà. Et en fait, les champignons, comme je te disais, c'est vraiment des donneurs, des passeurs d'informations. Et en fait, ils vont passer aussi cette information à notre microbiote, donc ils ont un rôle très important dans le microbiote. Et le reishi, on pense que c'est côté anxiolytique du reishi, en fait, est lié à un rôle sur notre flore intestinale, qui en répercussion, en fait, va créer plus de dérivés de tryptophane, qui vont en fait aboutir à cette sérotonine et à cette mélatonine, etc., etc. Parce que le tryptophane est précurseur de la sérotonine. Exactement. Tu as tryptophane, 5-hydroxytryptophane, 5-HTP. Ensuite, tu as sérotonine. Et la sérotonine définitive est convertie en mélatonine, qui est donc notre hormone. L'hormone du sommeil. Absolument. C'est passionnant tout ça. T'es sûr qu'on aura assez d'un podcast? Je pense pas. Non. Là, on est parti jusqu'à 14h. Ah ouais, y a pas de problème. Ah, mais c'est absolument merveilleux. Hein. Pour laisser de côté le sujet des champignons psychédéliques. Ouais. Et pour parler un peu plus des vertus médicinales, thérapeutiques des champignons. Parce que là, pareil, il y a un podcast entier à faire dessus. Ouais, carrément. Ouais. Et c'est incroyable. Alors, pour le coup, je suis même pas très bien renseigné sur le sujet, mais même moi, je suis persuadé et curieux de savoir ce que je peux ajouter à mon alimentation, à ma supplémentation, pour en tirer un maximum de bénéfices. Ouais. Et alors, je vais commencer par te parler de l'ergothionine que je t'ai ramené juste ici. Alors, c'est celui-là? C'est celui-là, voilà. Donc, c'est un complément qu'on fait avec la marque Provivant. Et donc, dedans, c'est le champignon le plus riche en ergothionine. En fait, l'ergothionine, c'est une vitamine, c'est un dérivé d'acide aminé qu'on soupçonne aujourd'hui d'être une vitamine et on l'appelle la vitamine anti-âge. Merveilleux. Comment ? Merveilleux. Ça s'annonce bien, là, déjà. Ça s'annonce bien. En fait, c'est un acide aminé qui est résistant à des très hautes températures, genre 250 degrés, que seuls les champignons et quelques micro-organismes sont capables de synthétiser. Et en fait, un petit peu comme la vitamine B12, tu sais, qui est recaptée par les animaux, etc., depuis leur environnement, en fait, tous les organismes vont utiliser cette base des champignons pour recapter l'ergothionine et en accumuler. Donc en fait, tu en as partout, tu en as dans tout ce que tu manges, les légumes, la viande, partout. Par contre, là où on a un problème, c'est que depuis quelques années, on a une agriculture qui a tendance à détruire les sols. Et donc en fait, notre agriculture, notamment a détruit les champignons par le labour, en fait, où elle vient casser les ifs des champignons. Et donc on a des sols qui sont sur des tendances de moins en moins fongiques et de plus en plus bactériennes. Et à cause de l'agriculture moderne. À cause de l'agriculture moderne qui vient à la fois intoxiquer les micro-organismes avec pesticides, trop de fertilisants également. Et ces techniques de labour aussi qui en fait, tu vois, tu as des champignons qui sont censés vivre dans des milieux forestiers avec de l'humidité, etc. Et là en fait tu viens retourner, les mettre en contact avec beaucoup d'oxygène, avec la lumière directe du soleil, des températures qui vont monter très vite à 50-60 degrés quand tu es en plein cagnard sur une terre nue. En fait tu crées du désert quoi. Ouais. Et donc du coup on a de moins en moins de micro-organismes qui synthétisent l'ergothionine dans les sols. Et en fait, il y a une étude qui a montré que ils ont fait, alors c'est juste sur une année, et ils ont fait ça uniquement sur des plantes annuelles. Donc c'était, il me semble, de l'avoine, du soja et je sais plus quelle autre culture. Et en fait, ils ont démontré que quand tu faisais une culture traditionnelle avec labour, etc., la nourriture qui en ressentait, elle avait moins de, son contenu en ergothionine était diminué de 30%. Ah ouais. Donc aujourd'hui, en fait, globalement, ce que la nourriture des anciens apportait en ergothionine, on s'y retrouve de moins en moins. Donc c'est pas un mythe de se dire je peux manger exactement la même chose qu'il y a 300 ans, mais les nutriments et les champignons, pour le coup, ce sera pas du tout... Ouais, malheureusement, c'est pas du tout la même chose. En fait,
si on repart un petit peu sur l'écologie, le champignon, il a un rôle sur tout ce qui est production de molécules organoleptiques qui vont donner du goût, et sur tout ce qui est aussi antioxydant. Donc tu vois le lycopène de ta tomate qui lui donne la couleur rouge, etc. Parce qu'en fait, il joue sur tout ce qu'on appelle le métabolisme secondaire des végétaux, production d'huile essentielle, etc. Il joue aussi sur la résistance des plantes à la sécheresse, et il leur apporte du phosphore et de l'azote, notamment, qui nourrit la plante. Donc tu te rends compte que si tu asperges ton sol avec des fertilisants, la problématique c'est qu'en fait tu vas substituer le rôle du champignon par des fertilisants, et donc en fait la plante qui normalement nourrit le champignon en lui donnant des sucres issus de sa photosynthèse, elle va se dire mais pourquoi je paye ces sucres si en fait on m'envoie directement ce dont j'ai besoin. Donc pas la peine. Donc pas la peine. Donc en fait elle arrête son partenariat avec le champignon, et du coup en effet l'externalité négative, tu as une perte de résistance aux pathogènes et une perte de résistance aussi face à la sécheresse des plantes. Donc c'est un cercle vicieux où tu es obligé d'arroser plus, d'utiliser plus d'eau et plus de pesticides, plus d'engrais, etc. Et on se retrouve avec un produit fini qui a moins de goût que ce qu'il ne devrait avoir. Qui a moins de goût, qui a moins de propriétés, qui est complètement amoindri en fait. Oh. Mais encore une fois, c'est lié à ce fait que je te disais, je te parlais en début de podcast, c'est qu'en fait pour cultiver des plantes sainement, les plantes sont issues du partenariat entre des algues et des champignons. Donc en fait, il y a eu des champignons dans les plantes avant que les plantes inventent les racines, avant que les plantes inventent les feuilles. Donc en fait, on parle d'un truc qui est encore plus primordial pour la plante, cette relation avec le champignon. Et donc si tu n'as pas de champignon, c'est pas une plante vraiment que tu cultives. C'est un truc qui n'est pas une plante. Je suis désolé, mais en fait, c'est pas une plante. Et donc du coup, tu peux pas avoir tous les bénéfices qui sont associés à cette plante. D'où encore une fois cette importance de la qualité. Donc cette ergothionine-là, elle était présente, elle est moins présente. La plus grande source diététique qu'on connaisse de cette ergothionine, c'est les champignons directement. Et notamment, malheureusement, en fait, les champignons de Paris sont assez faibles. La quantité d'ergothionine qu'ils contiennent est assez faible par rapport à d'autres champignons comme les pleurotes, comme le cèpe de Bordeaux, etc. Et donc aujourd'hui, globalement, les études tendent à montrer que la dose optimum d'ergothionine se situe entre 5 et 25 mg. Et en France, en moyenne, on absorbe 1 mg d'ergothionine par notre alimentation. Ah ouais. Aux États-Unis, c'est 1 mg. Et les Italiens, qui ont une culture un peu plus, tu vois, autour du cèpe, etc., ils sont un peu plus élevés que nous, ils sont à 3. Et les champions, ça serait les Japonais qui sont à 6 mg. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que... Même 6 mg, ça reste éloigné. Ça reste éloigné, mais malgré tout, avec 6 mg, en fait, tu vois, encore une fois, tu as fait ce parallèle qui est hyper judicieux entre notre système nerveux et le champignon qui a ce système nerveux fluide. Et en fait, parmi les grandes propriétés des champignons, tu as ce côté neuroprotecteur. Et en fait, je m'amusais à regarder l'occurrence de plein de maladies neurodégénératives dans les populations asiatiques et européennes. Donc tout ce qui va être sclérose en plaques, maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, quelques autres comme ça. Et en fait, tu as une prévalence qui est hyper élevée en Europe, tu vois. On est sur une dizaine de cas pour... alors, ça dépend des trucs. Là, celle que j'ai en tête, je retrouve plus le nom de la pathologie. Bon, bref, c'est pas grave. Mais il y avait des pathologies où, en fait, l'ordre de grandeur, on était à 13 cas pour 100 000 personnes en population générale en France. Et on était à 3 ou 4 cas pour des millions, 1 million ou 2 millions de personnes en population asiatique. Parce qu'en fait, l'ergothionine, ce qu'on commence à voir, c'est qu'elle a un rôle neuroprotecteur. Parce que, en fait, l'inflammation cérébrale, c'est ça qui donne lieu à plein de problématiques dans la maladie de Parkinson, etc. Elle a un rôle aussi sur la qualité de la peau. Donc, au Japon, ils ont fait une étude clinique où ils ont fait un groupe de femmes pendant 8 semaines qui prenaient une pilule avec de l'ergothionine dedans et l'autre qui prenait une pilule sans ergothionine dedans. Encore une fois, randomisé, donc en fait, aucun groupe ne sait qui prend quoi. Et puis, au bout des 8 semaines, en fait, ils font une mesure du collagène, de la peau et de l'hydratation de la peau. Et en fait, ils se rendent compte qu'il y a une qualité de peau supérieure chez les femmes qui ont pris l'ergothionine. Il y a aussi des effets sur, tu vois, la cataracte, maladie neurodégénérative. Tu sais, les cataractes, c'est quand tu as une opacification du cristallin. Donc, c'est de l'oxydation, en fait, dans ton cristallin. Et ben en fait... il se rend compte quand tu doses, parce qu'il y a beaucoup d'ergothionine dans les larmes
Et donc, en fait, ils dosent la quantité d'ergotionine dans les larmes et dans le tissu en question. Et ils se rendent compte qu'en fait, les gens qui ont ces maladies-là, ils sont déficitaires en ergotionine. Et encore plus intéressant encore, ils prennent des personnes âgées, ils leur font faire des tests, tu vois, de force dans la poigne, de niveau d'activité, etc. Donc, est-ce que vous êtes plutôt en forme ou pas en forme? Et en fonction de ces critères-là de questionnaire, ils séparent en 2 groupes. Et ensuite, ces 2 groupes-là, ils font le dosage d'ergotionine dans leur plasma sanguin et ils cherchent à savoir si c'est cohérent ou pas, si les gens qui sont en meilleure santé, en fait, ont des meilleurs taux d'ergotionine ou pas. Et en fait, bingo, quoi. Bingo, les personnes âgées en meilleure santé ont des meilleurs taux d'ergotionine dans leur plasma sanguin. Donc, c'est absolument fantastique, toutes les recherches qui sont en train d'être faites. Il y a plein de grands groupes qui sont en train de s'y intéresser, L'Oréal, etc., pour les cosmétiques. Mais aujourd'hui, à ma connaissance, on est les premiers en France à proposer un complément d'ergotionine. Et en fait, on appelle cette molécule-là la vitamine anti-âge, bien qu'on n'ait pas encore prouvé que ce soit une vitamine. Parce que le propre d'une vitamine, c'est une substance où, indépendamment de ton apport calorique en macronutriments, le corps ne peut pas fonctionner sans cette molécule. Et donc, pour la vitamine C, on a eu des cas de scorbut, tu sais, avec les marins qui partaient en mer, qui n'avaient pas de vitamine C. Donc, on sait que c'est mortel. La vitamine D, on sait que si tu n'en prends pas, tu as du rachitis, tu as des os, le crâne qui s'affaisse, etc., notamment chez les nourrissons. Donc, on sait que c'est une vitamine. Et l'ergotionine, en fait, comme tu en as partout dans toute l'alimentation, que ça résiste à la chaleur, en fait, on est incapable de créer un modèle où on arriverait à retirer à 100% l'ergotionine du corps humain. Et donc, on est aujourd'hui incapable de savoir précisément si c'est une vitamine ou pas, mais on a quand même des fortes tendances qui nous montrent que c'est une substance qui est au moins capitale pour une vie en bonne santé. Et d'ailleurs, l'ergotionine passe par le lait maternel et est transmis aux nourrissons. Ah ouais, ça en a toutes les propriétés, quoi. Ouais. Je crois que tu as convaincu tout le monde là. Eh ben, écoute, c'était l'objectif parce que vraiment, moi, je me dis, mais comment est-ce qu'on est passé encore une fois à côté de ça? Et ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, c'est que si on n'a pas inclus les champignons dans notre prisme d'analyse ou de perception du vivant, on a des grosses lacunes. On a des grosses lacunes. Mais sur le long terme, comment on pourrait faire pour en avoir plus dans notre alimentation? Alors, en C'est fait, un défi, ça aussi. Ouais, oui et non, en fait, parce que les champignons sont plus que des aliments, sont des condiments. Et donc, l'idée, en fait, c'est de venir comme ça, mettre un peu de champignons dans notre quotidien, tu vois. Et donc, il y a tout un côté culturel à ça, c'est-à-dire que on a quelques recettes qui utilisent les champignons en France, mais peut-être s'inventer des recettes un peu moins barbantes à préparer, tu vois, qui utilisent des champignons. Au Japon, on fait beaucoup du riz agrémenté où tu fais cuire dans le riz n'importe quoi. Donc moi, je fais beaucoup de ça avec des champignons. Donc tu mets de la pleurote, tu mets du shiitake, etc. qui sont plus intéressants au niveau de leur contenu en ergotionine que le champignon de Paris. La pleurote, carrément, c'est même très très élevé en ergotionine. Tu peux aussi faire des poudres de champignons, tu vois, pour agrémenter un bouillon, etc. Tu peux aussi te supplémenter avec des compléments alimentaires. Mais toujours dans la modération, parce qu'encore une fois, le champignon, c'est plus un condiment qu'un aliment. Et au-delà de l'ergotionine? La liste est longue. Alors, Parce que là, en fait, l'ergotionine, ça remplit mais tellement de rôles qu'on a l'impression que c'est limite la base. En fait, tu vois, ce que je te disais off caméra, ça agit en synergie avec notre antioxydant interne qui est le glutathion. Et donc, en fait, c'est un couple. C'est un couple d'antioxydants forts. Parce que ce qu'il faut dire aussi sur les antioxydants, c'est qu'on vous vend beaucoup d'antioxydants comme justement, par exemple, je sais pas moi, les anthocyanes, les myrtilles, etc. Ça, c'est des antioxydants qui sont en fait des polyphénols. Et les polyphénols sont considérés comme des substances étrangères par notre organisme. Donc ça va circuler quelques dizaines de minutes dans ton sang, ça va avoir le temps d'agir un petit peu, mais en fait très vite ton foie va l'excréter et le sortir de ton organisme. En totalité ? En totalité, ouais. Donc ça a le temps quand même, tu vois, de régénérer, parce qu'en fait c'est un jeu de capture c'est un jeu de capture de radicaux libres avec les antioxydants, donc ça a le temps d'agir un petit peu, mais ça va être quand même assez limité. Alors que des antioxydants comme la vitamine E qui va être stockée dans ta membrane cellulaire,
le glutathion, qui est donc un acide aminé produit dans l'organisme, etc., par le foie, ça va rester dans ton corps. Et l'ergothionine, c'est exactement pareil. En fait, il y a une voie de capture cellulaire spécifique où l'organisme est super avide de l'ergothionine. Il va la capter et la stocker dans les tissus. Donc, c'est pour ça qu'on peut faire des expériences derrière où on peut doser la quantité d'ergothionine présente dans X ou Y tissus de l'organisme. Ok, je comprends mieux. Donc, en fait, tu peux créer un espèce de stock d'ergothionine. Et puis, au-delà de l'ergothionine, dans les champignons, donc, tu as plein de substances qui sont donc neuroprotectrices. On a là l'éricium, qui est un champignon qui était décrit dans les médecines traditionnelles asiatiques, chinoises, japonaises, pour augmenter la concentration pendant la méditation. Donc, c'est des substances qui vont en fait agir sur un facteur de croissance neuronale, qui vont booster du coup la neurogénèse, donc la formation de nouvelles connexions dans les neurones. Et donc ça permet d'être plus adaptable. Et donc, dans l'adaptation, tu as la mémorisation, bien sûr. etc. Et ça, t'en retrouves dans l'alimentation aussi? C'est compliqué. Alors, en fait, ça fait partie de ce qu'on appelle des substances nootropes. Ouais. Donc, dans les nootropes, tu as notamment la caféine, théine, enfin, tous nos dérivés de caféine. Tu as également le ginkgo biloba. Ouais. Tu vois, que tu dois peut-être... Je sais pas si t'en prends, mais moi, j'en prends. À une époque, oui, mais plus maintenant. Ouais. Donc, tu as ginkgo biloba, tu as également, et ça c'est assez étrange, mais tu as la nicotine. Et en fait, on s'est rendu compte que uniquement sur l'aspect maladie neurodégénérative, Alzheimer, Parkinson, les fumeurs avaient moins de chances de développer Alzheimer. Et en fait, c'est lié à la nicotine, qui est du coup une substance à petite dose neuroprotectrice. Alors, je parle vraiment de petite dose, c'est-à-dire 1/10 de ce qui est présent dans une cigarette. Mais donc, tu sais, tu as tout ce mouvement des biohackers aux États-Unis. Et les J'ai mecs... trouvé ça bizarre aussi la première fois que j'ai entendu Andrew Huberman parler de ça. Ouais. De dire qu'il prenait de la nicotine. Mais après, j'ai regardé tout son podcast sur le sujet. J'ai dit, ah non, ok, c'est dans cette dose, etc. Ouais, tout à fait. Donc, tu as la nicotine, tu as comme ça, en fait, un certain nombre de substances qui sont donc nootropiques. Donc, noos, c'est la pensée. Et je sais plus l'autre terme, en fait, ça veut dire orienter, qui oriente la pensée. Et donc, ça te permet d'avoir juste un système cognitif qui fonctionne de manière optimale. Ça te permet pas de... Tu sais, on entend des trucs marketing. C'est pas limitless où tu vas complètement développer, développer tes capacités intellectuelles sur des... Mais tu vois, on le sait bien en musculation, tu as des limites physiologiques en fait. Et il n'y a pas de substance a priori qui te permettent de dépasser tes limites physiologiques. T'as même des sociétés aujourd'hui, tu sais, qui sont spécialisées pour essayer de sélectionner les bébés qui auront le plus gros QI. Parce qu'en fait, malheureusement, tu as des aspects comme ça de notre existence qui sont figés, en fait. Et la physiologie, les limites physiologiques, malheureusement, on n'y peut rien. C'est décidé en partie à la naissance, quoi. Et toi, personnellement, elle ressemble à quoi ta consommation de champignons? Tu vois, dans une journée type, par exemple. Oh, waouh. Écoute, là, comment ça se traduit? Là, je rentre du Japon. Alors, j'ai fait le plein d'ergothionine. Tu es resté combien de temps? Je suis resté 3 semaines. Et c'était en mode de vacances ou non, tu y allais aussi un petit peu pour... Un petit peu pour le boulot. Ouais, un petit peu pour le boulot. Et puis parce que j'ai un second livre à sortir, à paraître, pardon. Et j'ai fait quelques photos. Parce que vraiment, la culture japonaise, elle est beaucoup plus, tu vois, axée sur les champignons, etc. Ouais. Donc, j'ai fait pour faire une photo, je me suis amusé à aller chercher tous les champignons possibles et imaginables dans tous les supermarchés du Japon. Ah, génial. Dans tous les supermarchés du Japon, autour de moi. Et il y en a un paquet. Et j'en ai eu 10 espèces. Et encore, j'ai pas acheté le champignon de Paris, donc ça faisait 11 avec le champignon de Paris. Donc, tu vois, on est un peu loin en Europe. Ah bah, en France, si tu trouves autre chose que du champignon de Paris, déjà, t'as de la chance. Ouais, j'ai l'impression que le shiitake et les pleurotes, ça commence à se démocratiser. Et ce qui est probablement très très bien. Mais donc, ouais, au Japon, je mangeais au moins une fois par jour un repas avec du champignon. Et en fait, ce que j'essaie de faire, c'est de mettre 3 espèces différentes pour avoir une sorte de synergie. Donc, je sais pas, moi, du maitake avec du shiitake, avec un champignon que j'aime beaucoup ici, c'est le Sparasis crépus, qu'on trouve aussi en France, mais ça va être vraiment, faut que tu ailles à la récolte. Et là, sur le même repas? Ouais, je mets un petit peu dans le riz, je le fais cuire. C'est bien. Hop, nickel. Tu mets quelle quantité? C'est difficile à estimer? Bon, on va dire 150 grammes tout combiné, ouais. Ok. Pas de chaque, tout combiné. Parce qu'en fait, tu peux aussi avoir
comment dire, la chitine, c'est aussi une fibre et qui stimule pas mal notre système immunitaire et notre flore bactérienne. Donc, point de vue digestif, Voilà. ça peut changer en fonction des individus. Donc, faut pas se dire Exactement. je vais manger 150 grammes obligatoire. Ouais. Et puis, tu as aussi certains champignons qui sont riches en statine. Mhm. Parce que les statines, c'est pareil, c'est un des ceux qu'on a oublié d'évoquer, mais c'est fabriqué à partir de levures et de champignons. Et donc, il y a beaucoup de champignons en fait, qui ont des statines, donc qui diminuent la synthèse de cholestérol dans notre organisme. Ok. Et en fait, il y a une mauvaise presse sur le cholestérol, mais le cholestérol, c'est absolument vital. C'est la base de toutes nos hormones stéroïdiennes. Je pense que ça a changé quand même. Ouais. C'était vraiment le cas entre les années 2000 et 2015, peut-être, ou Ouais. même un petit peu avant. Je pense que là, le son de cloche s'est un peu adouci, heureusement. Ouais, carrément. Mais je pense aussi que toi, tu es très exposé au milieu de la muscu, Ouais. de la santé, avec des gens qui sont très, très alertes sur ces sujets-là. Je pense pas que le mot soit encore passé jusqu'à, tu vois, je sais pas, Madame Michu, 60 ans. C'est vrai. Mais en tout cas, ouais, donc ça peut être un problème si tu manges trop de champignons et que tu as trop de statine. Donc c'est pour ça, encore une fois, le champignon est un condiment, pas un aliment. Mais tu vois, 150 grammes, le champignon, c'est beaucoup de flotte. Donc en fait, 150 grammes crus, À la fin, avec 15 grammes ouais. secs. Donc bon, tu mettrais pas 15 grammes de poivre dans ton plat. Ouais. Mais globalement, c'est gérable. Tu vois, 15 grammes, c'est gérable. tous les jours. Bah moi, j'essaye un maximum de prendre un peu de champignons, tu vois, au quotidien. L'avantage que j'ai, c'est qu'en Dordogne, je fais de la culture de champignons. Ah bah là, t'es bien. Donc, très bien. je ramasse aussi mes champignons et puis je fais de la culture de champignons. Tu trouves pas dans le commerce. Je fais de la pleurote jaune. Je fais du fameux lion's mane. Je fais des shiitake. Et là, j'ai lancé aussi des enoki. C'est compliqué à faire. Non, c'est très simple. C'est extrêmement simple. En fait, tu prends du bois. Tu as des chevilles qui sont inoculées avec du mycélium de champignons. Tu fais des trous avec ta perceuse. Tu mets les chevilles dedans. Et ensuite, fin de l'histoire. Tu attends un an et demi et tu as des champignons tous les ans. Et en fonction de la dureté du bois, donc la vitesse de digestion du champignon sur ce bois, ça va te donner des champignons pendant entre 3 et 7 ans pour du chêne. Ouais, c'est merveilleux, ça. Et en plus, c'est dans des zones où tu peux pas trop planter de plantes parce que ça va être à l'ombre, où tu n'as rien d'autre qui pousse. Donc c'est presque à la portée de tout le monde, en fait. Bah, si t'as un jardin et que t'as un peu d'ombre, ouais, clairement. Trop bien. Ouais. Et niveau supplémentation, Niveau supplément, bah moi je prends mes compléments. que ces deux-là? Ouais, je prends que ces deux-là. Ah non, je prends d'autres compléments, ouais. Non, mais je veux dire en champignons. Ouais, en champignons, je prends que ça. Hmm. En champignons, je prends que ça pour l'instant. Ça m'est arrivé de prendre du reishi, ça m'est arrivé de prendre du cordyceps. Donc, ouais, je suis ouvert à d'autres choses, mais globalement, voilà, comme c'est les miens, je prends. Et qu'est-ce que t'en penses, par exemple, Moi, par exemple, le shiitake, je le prends en complément. Ouais, ok. C'est un bon réflexe ou pas forcément? Faudrait plutôt essayer de le trouver frais dans le commerce pour pouvoir le cuisiner. Alors, je pense que... Je le prends en gélule. Hein. Ok. En fait, le shiitake, alors a priori, il y a eu aucun cas déclaré de problème avec un complément de shiitake, mais ce qu'on sait, c'est que tu as des gens qui ont acheté du shiitake pour le cuisiner et qui l'ont mal fait cuire, et là, en fait, tu as des dermatites allergiques, des réactions inflammatoires sur la peau, plaques rouges, etc., des mangeaisons, et donc ça peut être un problème. Et dans les compléments alimentaires, des fois, le champignon, tu vois, il est juste déshydraté, il est pas cuit. Ok. Et donc, j'ai envie de dire, par précaution d'usage, le shiitake, je prendrai pas 10 fois la dose indiquée sur le complément. Bien sûr. Parce que probablement qu'il est cru à l'intérieur et donc il vaut mieux. Mais ça, c'est valable que pour le shiitake. C'est valable que pour le shiitake, ouais. Il y a beaucoup d'autres champignons qui sont également, entre guillemets, contre-indiqués quand ils sont crus. Parce qu'en fait, par exemple, la morille, c'est très connu chez la morille. Et en fait, la morille crue, ça détruit tes globules rouges. Ok. Et donc, du coup, tu peux passer un très mauvais quart d'heure si tu manges tes morilles crues ou mal cuites. Donc, en général, par réflexe, il vaut mieux manger les champignons cuits, en fait. Ouais, absolument. Ok. Il n'y a pas une histoire de dégradation qui va faire que... Il y a toujours, mais c'est un arbitrage, en fait. Faut pas les brûler non plus. Ouais, faut pas les brûler. Et puis, même quand tu cuis à la poêle, tu vois, à cœur du champignon, tu as toujours une zone qui est pas montée en température autant que l'extérieur. Quand tu cuis à l'eau bouillante, l'avantage c'est que ça dépassera pas les 100 degrés. Ouais. Donc tu as plein de molécules qui commencent à être dégradées au-delà de 100 degrés.
Donc, tu vois, t'as ce côté des fois vegan, crudivore, où on veut consommer l'aliment vivant. Pour le champignon, globalement, je le déconseille, tu vois. Ok. Il faut que tu aies une étape de cuisson, entre guillemets, qui est idéale autour de 70-80 degrés. Et en général, plus c'est température faible, plus tu vas devoir mettre un peu de temps pour que les molécules soient dégradées, ces molécules Bien sûr. toxiques. On a parlé un peu d'effets secondaires, mais est-ce qu'il y a des champignons qui sont vraiment dangereux? Qui sont mortels? Bah ouais, t'en as plein. On sait que la réponse est oui, mais... Ouais, t'en as plein. T'en as plein, mais en fait, encore une fois, tu vois, dans tout ce qui est science médicale, c'est un fait avéré que le médicament est à la fois remède et poison, en fait. Et donc, il y a plein de... fait le poison. Hein. Absolument. T'as plein de choses qu'on a utilisées comme des remèdes, alors qu'à l'origine, on sait que c'est des poisons. Et j'en veux pour preuve, tu vois, si on parle des champignons précisément, tu as des toxines dans les amanites phalloïdes, amanites printanières, etc. Donc, c'est des champignons qui sont mortels. En fait, comme tu t'intéresses aussi à la physiologie, en fait, ça vient couper la chaîne de synthèse des protéines au niveau des ribosomes dans tes cellules. Et donc, du coup, en fait, ça coupe toute la machinerie de synthèse des protéines. Sauf que les protéines, c'est la deuxième constituante le plus abondante dans notre corps après l'eau. Et que tu n'as pas que des protéines pour faire du muscle, tu as des protéines qui font tout un tas de fonctions vitales, le collagène, etc. Et donc, en coupant cette synthèse de protéines, tu coupes aussi la synthèse d'enzymes qui détoxifient notre organisme. Et donc, en fait, ça te défonce le foie et ça te tue, quoi. Et en fait, il y a des chercheurs qui ont fait ça, qui ont pris cette toxine. Ils y ont adjoint, en fait, un espèce de traceur cellulaire qui est un anticorps, pour l'envoyer directement et uniquement sur les cellules cancéreuses. Et donc, du coup, tu vas délivrer cette toxine uniquement sur les cellules cancéreuses qui sont en train de métastaser, etc. Incroyable. Et ils ont fait des études sur des chiens, des chats et même des primates. Bon, c'est pas encore arrivé à l'homme. Et en fait, les résultats sont complètement bluffants. Ils arrivent à détruire de manière assez sélective uniquement les tumeurs. Et même si tu as quelques effets secondaires, c'est des trucs où tu peux largement t'en remettre après. C'est incroyable ça. Ouais, donc ça c'est en cours. Et tu as aussi, alors un autre truc plus folklorique et moins agréable, mais je vais quand même t'en parler parce que c'est un peu waouh. Tu as une autre toxine des champignons qui s'appelle l'orélanine, qui est présente dans certains champignons, notamment le groupe des cortinaires. Et en fait, c'est une toxine rénale qui bloque la fonction rénale, qui détruit les reins. Et en fait, c'est un doctorant qui a fait une thèse là-dessus et qui dit en fait le cancer du rein, c'est un des cancers où on a le moins de champ d'action possible. En fait, si t'as un cancer du rein, malheureusement, c'est très très compliqué de t'en sortir. Et donc il dit en fait, autant limite faire prendre le champignon à la personne, ça va lui détruire les reins, mais ça va détruire aussi les cellules cancéreuses. Et après, même si t'as pas de rein, on peut toujours te soigner soit par une greffe, soit te faire des dialyses, mais au moins ta vie est plus en danger, quoi. Ah mais oui, c'est fou ça. Tu vois. Et donc ça, c'était pour cette dialectique. Et après, donc tu as des champignons mortels. Donc on a dit les amanites, on a dit certains cortinaires. Le plus toxique, je pense, c'est l'ergot de seigle, qui a donné qui a permis la synthèse du LSD. Un champignon qui est riche en alcaloïdes. Et jusque, tu vois, au Moyen-Âge, tu avais des villages entiers qui étaient décimés par ce champignon. Parce qu'en fait, le champignon, il apparaissait quand tu avais un printemps qui était assez froid, assez humide. Et du coup, tu faisais la culture du seigle, de tes céréales pour faire ton pain et survivre pendant l'hiver. Et malheureusement, c'est un champignon qui est vraiment mortel. Et sauf que si t'es un petit village, que t'as eu une période de disette et que t'as le choix entre manger ton pain qui est toxique et peut-être t'en sortir ou rien manger du tout, en fait, tu le manges. Et donc, au Moyen-Âge, jusqu'à relativement récemment, tu vois, t'avais des villages entiers qui étaient décimés par ce champignon parce que... Le choix de fou n'empêche, hein. Ça devait pas être agréable à vivre. Hein. Ouais. La roulette russe. Ouais. Ouais. Ok. Donc, les champignons sont nos amis, mais certains... Faut se méfier, ouais. Faut se méfier. C'est quelque chose qui t'intéresse, ça aussi? L'aspect un petit peu dangereux, entre guillemets, de certains champignons? En fait, t'es obligé de t'y intéresser quand tu... En fait, si tu veux, encore une fois, faut pas stigmatiser les champignons pour les champignons qui sont nocifs parce que, tu vois, je veux dire,
tu dis pas, oh putain, les animaux sont dangereux parce que t'as des sangsues, parce que t'as des parasites, t'as des puces, t'as des trucs ragoûtants, t'as des trucs qui sont aussi, tu vois, pas très sexy dans le règne animal. T'as la même chose chez les plantes, hein, t'as des plantes complètement mortelles. T'as l'arôme, t'as la grande ciguë qui a tué, tu vois, Socrate. Enfin bref, je veux dire, en fait, je sais pas, en fait, je pense que c'est vraiment ce manque d'éducation au sujet du règne fongique qui fait que on stigmatise les champignons juste parce qu'en fait, on ne voit que le penchant négatif du champignon. On voit tout ce qui est mycose, on voit la candidose, on voit justement ces champignons mortels et on dit oulala, les champignons, c'est pas bien. Alors que c'est pas du tout le cas. Mais rien à voir. Ou en tout cas, c'est pas aussi simple que ça. En fait, le règne fongique, on estime la diversité. Les plus hautes estimations aujourd'hui, elles vont entre 10 et 12 millions d'espèces fongiques. Aujourd'hui, on en connaît à peu près de 100 000. Si peu que ça. Ouais. Donc, on a vraiment beaucoup de progrès à faire à ce niveau-là. Ça fait 15%, quoi, à peine. Ouais. Et en fait, le progrès, on pourra commencer à le faire qu'à partir du moment où on change notre état d'esprit aussi. Et qu'on se dit, non, mais en fait, c'est juste incroyable. Il faut qu'on connaisse ce règne, quoi. Bah, tu nous as déjà partagé pas mal de choses pour qu'on puisse commencer à s'intéresser à ça. Pour ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent, est-ce qu'il y a des habitudes qui seraient bien à mettre en place pour prendre soin de son corps, de son esprit, ou même pour commencer à se renseigner un petit peu sur ce sujet-là? En partant du principe que tu as quelqu'un qui te regarde, qui t'écoute, qui n'y connaît rien. Ouais. Que le seul rapport qu'il a avec les champignons, c'est les champignons de Paris qu'il trouve en supermarché. Bah, j'ai envie de te dire, je pense que la première chose à changer, en fait, c'est vraiment l'état d'esprit. C'est vraiment ça qui guide la culture, tu vois. Et donc, moi, je crois beaucoup, et c'est pour ça que je fais notamment ce type de podcast, que j'écris des livres, que je fais aussi un compte Instagram. C'est parce que je crois qu'avant tout, tu vois, le combat, il est là. C'est un peu comme quelqu'un qui irait voir comment on s'appelle là, les thérapeutes, les psychiatres. Tu vois, quelqu'un qui va voir un psychiatre et qui dit j'ai un problème, il faut que je me soigne. À partir du moment où il reconnaît qu'il a un problème et qu'il faut qu'il agisse, en fait, il est déjà à moitié soigné. Tu vois. Bien sûr. Mais à partir du moment où on reconnaît que, en fait, on connaît pas grand-chose sur les champignons, en fait, après, j'ai envie de te dire, on est sur une ère avec des leviers énormes. On a développé des techniques d'analyse ADN, environnementale, etc., qui sont juste colossales. Et en fait, à partir du moment où on va mettre un peu de notre ressource d'attention sur les champignons, va en découler des ressources financières. Et de ces ressources financières-là, en fait, la machine va être... Donc moi, je pense que le premier truc, c'est déjà se renseigner, un peu comme tout. On s'abonne à ton compte. On achète ton livre. Le deuxième, il sort quand? Tu as le droit de le dire ou pas? Ouais, le deuxième, il sort le 8 mars. Ok. Il sort le 8 mars. Donc, probablement que ce podcast, peut-être, il sortira un tout petit peu avant. Donc c'est cool. C'est pas grave, la prévente sera dispo. Ah bah trop bien, on mettra le lien dans la description et puis ils pourront acheter aussi le premier livre, le film méconnu. Voilà, donc ça c'est vraiment le côté culturel. Donc comment est-ce qu'on change la culture française en une culture qui aime les champignons? C'est cet objectif-là. Tu vois, on vit dans des histoires, nous les êtres humains. Il faut raconter l'histoire des champignons, ce que j'ai essayé de faire avec toi sur ce podcast et ce que j'ai fait aussi dans le livre. Et le deuxième, c'est vraiment guide pratique des champignons médicinaux avec 30 champignons médicinaux, comment justement les préparer, les inclure dans son quotidien, comment consommer les compléments alimentaires, toutes ces choses-là. Donc première étape, se renseigner. Ouais. Hyper important. Et puis ensuite, mettre en action à son échelle. Donc, tu vois, je trouve ça super bien de commencer, alors soit par les compléments, mais ne serait-ce que d'aller acheter des pleurotes. Il y a des recettes super. Tu vois, c'est comme, je sais pas si t'imagines qu'avec ton ancienneté dans la muscu, t'as dû tester plein de régimes. Et quand tu fais, par exemple, un régime sans gluten, les gens te regardent avec des yeux genre, mais tu peux rien manger. Ouais. Mais mec, en fait, il y a tellement de trucs super bons que tu peux inventer, tu vois, genre... moi, je suis devenu un pro de la galette parce que c'est du sarrasin, que c'est hyper vite tu vois, ça se fait hyper vite. Et en fait, culturellement, tu te construis sans le gluten et il n'y a pas de problème, quoi. Ouais. Et c'est pareil avec les champignons. En fait, tant que notre culture, elle est complètement fermée et elle a des œillères sur ça, en fait, on peut pas y aller. Mais une fois qu'on y va, en fait, on se rend compte qu'il y a plein de trucs à faire avec les champignons. T'as des substituts de viande en mode... tu vois, moi, j'aime bien faire les pleurotes en mode viande kebab. Mais vraiment, c'est bluffant, en fait, le goût. C'est... tu prends des pleurotes, tu mets un peu d'huile de cuisson, tu vois, huile d'olive, beurre, ce que tu veux. Tu mets paprika,
en ratio égal, il me semble que c'est paprika, graines de coriandre et cumin. Tu fais ton mélange, 30 minutes au four en retournant une fois à mi-cuisson. Et là, en fait, tu as un truc qui ressemble à la viande de kebab et vraiment, c'est bluffant. J'ai faim. T'as pas honte d'avoir partagé ça comme ça. J'ai faim. Mais Nassim, il est quelle heure là? Il n'est même pas midi, donc ça va pas encore être là. Mais c'est trop bien. Ouais. C'est trop bien. C'est trop bien. Et en plus de ça, de toute façon, ça peut déjà être ajouté à notre alimentation. Ouais, bah, tout à fait. En fait, tu vois, n'importe. Ouais, tu peux le rediriger vers toi. Voilà. Tu vois, n'importe comment, quand tu fais, je sais pas moi, une ratatouille, si tu as de la poudre de cèpe, de la poudre de shiitake, de la poudre de pleurote, bah tu mets, tu vois ce qu'on disait, même si c'est pas 15 grammes, mais t'en mets déjà ne serait-ce qu'un gramme, ça fait 10 grammes de champignons frais. Et c'est pas mal mieux que rien. Et tu bénéficies déjà une partie des propriétés du champignon, quoi. Les poudres de champignons, tu les trouves où? Parce que je t'avoue que je connais pas trop. Alors, les poudres de champignons, bah, t'as plein de canaux. T'as des endroits où tu vas trouver de la poudre de cèpe, de la poudre de girole, etc. Alors après, on peut parler d'approvisionnement aussi, parce qu'il y a tout un volet là-dessus. Sinon, bah, tu as Amazon, tu as des marques qui font de la poudre de champignons. Voilà, toujours essayer d'aller vers du bio, éviter la Chine. Pourquoi? Parce qu'en fait, rapidement, ce champignon, c'est un réseau, il colonise son substrat. Et en fait, le substrat pour le champignon, c'est à la fois le gîte et le couvert. C'est-à-dire qu'il vit dedans et en même temps, il le digère et il en fait son organisme. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, à Fukushima ou après Tchernobyl, tu n'avais pas le droit de récolter les champignons. Et le champignon va capter la radioactivité, capter les métaux lourds, et ça va se retrouver en fait à l'intérieur. Et quand tu es en Chine, tu as une traçabilité qui est limitée, tu as des normes qui sont complètement différentes. Et en fait, j'ai tendance à dire que même si tu as un label bio, vaut mieux se méfier. Donc voilà, essentiellement les conseils que je peux donner. C'est merveilleux. Guillaume, c'était un podcast de fou. Merci Nassim. Mais en vrai, on peut en parler encore 2 heures. Hein. Bah plus, ouais. C'est ça. Je suis vraiment curieux de savoir ce que les gens en pensent, tu vois, dans les commentaires. Ouais. Donc vraiment, je suis très très curieux de savoir si ça les a autant passionnés que moi. Ouais. J'imagine que oui, parce que je trouve ça génial que tu sois rentré autant dans les détails, mais que tu aies pu aussi nous parler du problème, ou plutôt du sujet dans sa globalité. Ouais. C'était vraiment, vraiment trop, trop bien. Merci pour l'invitation, Nassim. Et tu vois, le champignon, il y a ce côté accroche. Mais après, une fois que tu commences à creuser et que tu rentres dans le tunnel, c'est incroyable. Ouais. Donc, ouais. Eh ben, on suivra ça. On met toutes tes infos dans les descriptions, c'est sur YouTube ou sur Spotify. Yes. Donc, c'est principalement Instagram pour l'instant? Ouais, Instagram pour l'instant. J'ai pour projet de lancer YouTube, un de ces 4. Ça fonce. Ouais, carrément, il faut. Ouais, Ça existe en plus des youtubeurs spécialisés dans les champignons? il y en a qui font de la cueillette. Après, sur d'autres sujets, je connais moins. Ouais. Eh ben, fonce. On rejoindra ça avec plaisir. Et puis aussi, bien sûr, on met le lien de commande pour ton livre qui est déjà sorti et les préventes pour le deuxième. Ça marche, super. Merci infiniment, Guillaume. À plus. Ciao. Merci d'avoir visionné cet épisode passionnant avec Guillaume. Je vous en recommande un autre, celui que j'ai tourné avec Victor. On parle de digestion. C'est passionnant également. Je crois qu'on aborde aussi un petit peu le sujet des champignons. Enfin bref, allez le visionner si ce n'est pas déjà le cas. L'épisode est juste là.